Chaudière individuelle ou chaudière collective, c'est une question récurrente pour les maîtres d'ouvrage dans l'habitat collectif, des enjeux de coûts de construction, de coûts d'exploitation, de performance énergétique et de confort. Cegibat les débats. Pour évaluer les vertus et les limites aussi peut-être des deux options, chaudière collective ou chaudière individuelle dans l'habitat collectif, avec nous Alexandre Schmitt qui est chargé d'affaires chez Atmosphère. C'est un bureau d'études basé près de Toulouse avec une expertise dans le résidentiel et dans le tertiaire. Également avec nous ici depuis Paris, le pavillon des Champs-Élysées, Philippe Bauduin, dirigeant du bureau d'études TCEP Ingénierie. C'est un BE qui est basé à Paris, à Nice et à Biarritz, rénovation et également neuf et tertiaire. Et puis enfin Xavier Pelter qui est directeur associé du bureau d'études techniques Albédéo, ça s'écrit A-L-B-D-O. C'est un BE implanté à Nantes, Rennes et Paris qui fait de la conception énergétique et technique de logements et de tertiaire également. Avec nous, bien sûr, je ne sais plus comment vous qualifier, mon cher Olivier, parce qu'on va de compliments en superlatif avec vous. D'émission en émission, en tout cas. D'émission en émission aussi. Vous êtes responsable efficacité énergétique de Cegibat, Olivier Brogy. Merci d'être avec nous, bien sûr. Et de nous dire pourquoi ce débat, qui apparaît comme un vieux débat, en vérité conserve toute son actualité. Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, débat sur la chaudière individuelle, chaudière collective, parce que c'est un gros marché. Il se vend à peu près 500 000 chaudières de moins de 70 kW par an en France. À cela, on rajoute à peu près 10 000 chaudières collectives. Donc on a deux technologies pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire d'un bâtiment ou d'un logement. Soit avoir une chaufferie collective qui dessert tout l'immeuble, par exemple, soit avoir de la chaudière individuelle par appartement. Le maître d'ouvrage est donc obligé de faire un choix. Il doit donc faire un choix entre ces deux technologies. Et le choix est souvent différent. C'est même une équation des fois de territoire. On se rend compte que territorialement, le choix n'est pas le même. En plus, sur ces deux technologies, on entend des fois des idées reçues, des verbatim, on va dire, pas très sympathiques. Et parfois fleuris. Et parfois fleuris, oui. Plus on avance dans la soirée, plus ils sont fleuris. Comme la chaudière individuelle, c'est de la quincaille, le chauffage collectif, ce ne sont que des pertes, etc. Donc il nous paraissait temps de faire un point sur ce sujet-là, d'essayer de donner des clés pour essayer de décrypter quelle technologie va mieux s'adapter dans quel cas, tout en essayant de déjouer ces fameuses idées reçues, mais en donnant les limites et les avantages de chacune des deux solutions. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et on va commencer maintenant, mon cher Olivier, avec la première option pour produire du chauffage et faire de l'eau chaude sanitaire également dans l'habitat collectif, c'est la chaudière au gaz collective, centralisée en vérité, dans une chaufferie. Et pour comprendre ce qui peut guider, motiver ce choix, eh bien nous sommes allés chez un bailleur social en Normandie. C'est Ariane Monfray, Vivien Moite et Clément Genet qui s'en sont occupés. Dans cette résidence de 4 bâtiments situés sur les hauteurs du Havre, le bailleur social Logéo Seine-Estuaire a récemment fait rénover la chaufferie collective en installant 2 chaudières gaz à condensation fonctionnant en cascade. D'une puissance de 275 kW chacune, elles produisent le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour 50 logements. Au final, les charges sont moins chères pour les habitants, d'autant plus que l'achat du gaz est mutualisé. On a un effet de masse qui s'applique en achetant du gaz avec un volume très important sur nos résidences, et donc ce qui nous permet d'accéder à des tarifs beaucoup plus intéressants qu'un habitant qui achèterait son gaz en direct pour une chaudière individuelle. Par exemple, on chauffe un T4 pour 500 € l'année, donc ce qui est tout à fait raisonnable en termes de prix. L'installation des chaudières et des ballons de production de CS dans un local dédié permet en outre de libérer des mètres carrés habitables dans les logements. De plus, les techniciens assurent la maintenance des appareils sans s'introduire chez les habitants. Un autre intérêt du chauffage collectif, c'est finalement d'avoir des installations techniques qui sont en dehors du logement. Ce qui permet d'optimiser à la fois l'entretien et puis aussi qui permet d'avoir des conditions notamment de sécurité de fonctionnement et puis
sécurité d'approvisionnement optimale. Et puis après, il y a d'autres intérêts, à mon sens, qui sont plus liés à la performance énergétique globale. C'est-à-dire que par les moyens collectifs qui sont les nôtres, on peut maîtriser indirectement les usages des différents habitants et utilisateurs. Revers de la médaille, pour les habitants, le fonctionnement collectif impose une date de mise en route et d'arrêt du chauffage. De plus, ils ne peuvent pas choisir la température ambiante sélectionnée pour les logements. Côté bailleur social, une des grandes difficultés du chauffage collectif réside dans son dimensionnement. On ne peut pas s'improviser installateur de chaufferie collective comme ça, sans à un moment donné travailler sur le dimensionnement. Si vous dimensionnez mal une chaufferie, vous vous retrouverez soit avec une surpuissance et vous allez générer un inconfort auprès de nos habitants, ou à l'inverse, on va être en sous-dimensionnement et on n'arrivera pas à couvrir les besoins, que ce soit en eau chaude ou en chauffage. Les installations de chauffage collectif permettent enfin à GRDF de tester des solutions innovantes. Ainsi, cette pompe à chaleur à absorption gaz de 38 kW a récemment été installée pour chauffer un immeuble d'habitation dans la banlieue résidentielle du Havre. Alors voilà un maître d'ouvrage, un bailleur qui a les idées claires sur ses motivations. Il nous dit le collectif, la chaudière collective, ça nous permet de garder la maîtrise de la situation, maîtrise des rythmes de maintenance, maîtrise des périodes de consommation et maîtrise des coûts, maîtrise de la facture pour l'usager, en tout cas l'habitant de ces logements. Alexandre Schmitt, est-ce que vous validez l'hypothèse selon laquelle la chaudière collective permettrait d'avoir une facture pour l'usager maîtrisée? Alors oui, effectivement, c'est un des arguments souvent présentés pour la chaufferie collective, l'économie sur les factures, qu'on retrouve à plusieurs niveaux. Déjà, ça a été dit un peu sur l'achat du gaz, puisque on va pouvoir acheter en plus grosse quantité de gaz, bénéficier d'un prix gros. C'est d'autant plus vrai maintenant. Avant, il y avait des tarifs historiques, chaque bâtiment avait son abonnement. Maintenant, avec l'ouverture des marchés pour un bailleur social, il peut mutualiser un appel d'offres et acheter le gaz pour l'ensemble de ses bâtiments. Donc, ils arrivent à avoir des prix encore plus intéressants que ce qu'ils pouvaient avoir avant, et qui creuse encore plus l'écart avec un achat individuel, quoi. Philippe Bauduin. Oui, sur la partie réduction de la facture énergétique, il faut quand même être lucide que les solutions techniques collectives permettent beaucoup plus de solutions que je vais qualifier exotiques, mais donc performantes, style associer des pompes à chaleur, du solaire, de la récupération d'énergie, des ballons thermodynamiques, chose que l'on fait plutôt pas en solution individuelle, peut-être demain, mais pas en date d'aujourd'hui. Donc ça permet d'être plus créatif pour les bureaux d'études et peut-être aussi d'avoir un meilleur bilan environnemental. Vous partagez ce début d'analyse? Oui, alors je partage effectivement parce qu'on peut effectivement, avec la chaufferie collective, avoir beaucoup plus d'accès à des solutions d'énergie renouvelable qui sont beaucoup plus performantes et qui permettent d'améliorer de façon conséquente la performance globale du bâtiment. C'est moins le cas en individuel parce que quand on est sur des solutions d'énergie renouvelable et qu'on essaie de récupérer toutes les opportunités de pouvoir capter de l'énergie renouvelable, il faut souvent pouvoir la stocker de façon collective pour pouvoir la restituer. Et c'est beaucoup plus compliqué de la restituer directement à une multitude de petites installations individuelles. Donc effectivement, la chaufferie collective, pour atteindre la performance énergétique, est intéressante, mais dans le cadre de l'utilisation d'ENR. Il y a un autre argument et qui alors peut apparaître tout à fait valable d'un point de vue de bailleur, c'est la simplicité d'exploitation du bâtiment, de maintenance. Une chaufferie, une clé, un gars, et puis c'est fait, quoi. Est-ce que c'est pas l'arme fatale finalement en faveur de la chaudière collective? C'est un gros point de la chaufferie collective, effectivement. Le maintenance est complètement centralisé et donc et en dehors des logements. Il n'y a pas besoin de rentrer dans chaque logement pour effectuer la maintenance. Il y a un argument pratique et un argument financier. L'argument pratique, comme l'a dit la personne dans le reportage, c'est qu'on n'a pas rentré dans chaque logement.
Et on sait aujourd'hui que les bailleurs sociaux ont des difficultés à programmer des rendez-vous périodiques dans tous les logements. C'est pas si simple que ça à faire. Le choix de la chaudière individuelle ou collective, il ne repose pas que sur une analyse strictement financière sur le coût de l'énergie notamment. C'est aussi une question d'opportunité par rapport au bâtiment. Cette question de l'architecture en vérité du bâtiment est vraiment un sujet que vous regardez d'assez près, vous les BE. Donc qu'est-ce que vous prenez en compte quand vous considérez l'architecture du bâtiment? En fait, c'est le sujet principal. Quel que soit le nombre de logements, ce qui est important, c'est avant tout la forme en fait du logement, parce que c'est la forme qui va définir les contraintes techniques, qui va définir la pertinence de telle et telle solution. Par exemple, quelles contraintes par rapport à quelle forme? Si vous êtes en chaudière individuelle, la contrainte principale à regarder, c'est l'évacuation de chaque chaudière individuelle. Et ce n'est pas toujours simple. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans un projet en hyper-centre-ville, avec des bâtiments très hauts, où on a des difficultés pour installer et implanter les refoulements de chaudière. Ça prône tout naturellement vers de la chaudière collective, que l'on soit sur un gros immeuble ou un petit immeuble. Il m'est arrivé de mettre des chaufferies collectives sur 20 logements, et de mettre des chaudières individuelles sur des grosses opérations de 100-150 logements. Tout simplement parce que beaucoup en province, on a des opérations de 100-150 logements qui sont en fait répartis sur plusieurs petits bâtiments de 30-40 logements en R+2, R+3, où en fait c'est plus intéressant de faire de la chaudière individuelle parce qu'on a moins de problèmes de refoulement que de problèmes de distribution si on partait des chaufferies collectives. Donc on peut faire des chaufferies collectives sur moins de logements, mais aussi de la chaudière individuelle sur beaucoup plus de logements. Vous aviez commencé à creuser une piste, Olivier, si vous permettez. Vous avez dit les coûts de construction ne sont pas les mêmes selon les régions de France où l'on se trouve. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée, s'il vous plaît? Alors, on va essayer de le faire en deux chiffres. Si on prend la région Île-de-France, par exemple, la région Île-de-France fait grosso modo énormément de collectifs et très peu d'individuels. Je crois que le chiffre, c'est quelque chose comme 20% de chaudières individuelles, à peu près, dans les logements gaz d'Île-de-France. Alors qu'en région, quand on sort d'Île-de-France et qu'on arrive en Bretagne, qu'on arrive à Toulouse, etc., on est plus sur 60 à 80% de chaudières individuelles contre si peu de chaudières collectives. Ariane Monfray, qui a réalisé le reportage, disait à la toute fin, Olivier, un des bénéfices collatéraux de la chaudière collective, c'est que ça permet à GRDF de faire des expérimentations, disait-elle. En l'occurrence, là, au Havre, c'était quoi l'expérimentation? Ça rejoint un peu ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'était une pompe à chaleur absorption qui a été mise. Donc on allait rajouter une technologie innovante, pompe à chaleur absorption, dans le but de la tester. Ce sera peut-être le successeur de la chaudière à condensation demain, l'avenir nous le dira, mais ça permet, cette installation collective, de venir coupler autre chose à la chaufferie. L'alternative, vous l'avez compris, à la chaudière collective, c'est la chaudière, bien sûr, individuelle, une chaudière donc par logement. C'est le choix qu'a fait un autre maître d'ouvrage à la rencontre duquel nous sommes allés. Il s'agit d'un promoteur, rhône-alpin qui s'appelle AST, les raisons de son choix. Nous sommes à Dessines, dans la banlieue de Lyon. Les 12 logements de cette résidence privée sont équipés de chaudières murales gaz micro-accumulées à condensation d'une puissance de 24 kW pour le chauffage et de 33 kW pour l'eau chaude sanitaire. En choisissant une solution de chauffage individuel, le promoteur a misé sur la simplicité d'installation et le confort de l'occupant. Chaque résident choisit la température de son logement, les périodes de chauffage et la température de l'ECS. Les performances de l'appareil, 108% de rendement et modulation de 5,5 à 33 kW, rendent ce mode de chauffage avantageux économiquement. C'est une solution qui est peu coûteuse et qui s'intègre bien dans le cadre de la RT 2012. L'individualisation des charges va dans le sens de la chaudière individuelle dans le logement, puisque cela apporte plus de confort pour l'occupant, la maîtrise de ses consommations, un confort en eau chaude sanitaire qui est vraiment adapté à l'appartement et à la typologie de vie que les personnes peuvent avoir à l'intérieur des logements. Même si les chaudières individuelles sont installées directement dans les logements, elles empiètent peu sur la surface habitable. Les chaudières murales gaz ont un encombrement minime qui leur permet d'être intégrées dans un placard ou un meuble de cuisine. Seul ombre tableau, la maintenance des chaudières individuelles. D'un côté, les occupants doivent prévoir un contrat d'entretien annuel. De l'autre, les techniciens doivent avoir accès au logement, parfois à 2 reprises si la visite de contrôle nécessite des réparations. À l'usage, l'absence de bouclage demande parfois un délai d'attente pour obtenir de l'eau chaude.
Sur la partie logement individuel, on va simplement avoir une petite perte au démarrage de la chaudière pour fournir de l'eau chaude sanitaire, puisqu'il y a quelques litres d'eau qui vont s'écouler avant que celle-ci arrive chaude. Cela dit, on arrive aujourd'hui sur des performances au niveau des chaudières qui nous permettent de sortir jusqu'à pratiquement 20 litres minute sur une petite chaudière accumulée dans du logement. La limite du système va être la partie maintenance, puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait un rendez-vous de prix. Il faut que la personne, le mainteneur, puisse entrer dans le logement pour gérer l'entretien de la machine. La connectivité des appareils permettra à l'avenir de rendre le pilotage de ces chaudières individuelles gaz encore plus performant en autorisant les occupants à gérer le thermostat à distance. Le développement des solutions connectées permettra également aux techniciens d'anticiper les pannes en vérifiant à distance le taux d'usure des pièces. C'est ce que l'on appelle la maintenance prédictive. Ce qui est étonnant, c'est que quel que soit l'interlocuteur, c'est toujours un interlocuteur qui a les idées claires sur ses motivations. Finalement, est-ce qu'il n'est pas là le critère, c'est-à-dire la nature, la profession, les objectifs du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage? Enfin, il y a juste une petite remarque à faire très simple. C'est que sur ce programme, il y a 12 logements et ils ont installé 12 chaudières de 24 kW. Si on fait une conception à peu près performante de chaufferie collective sur 12 logements, on va installer à peu près 40 ou 45 kW, donc l'équivalent de 2 chaudières murales. Dans un cas de figure collectif, on met 2 chaudières murales. Dans le cas de l'individuel, on en met 12. Je pense qu'on a une partie de la réponse là. Donc la performance énergétique de ce bâtiment est dégradée. Et la dépense d'installation, de nombre de chaudières, de surpuissance excessive, etc., etc. Sauf que peut-être que le promoteur préfère transférer d'une certaine manière la charge à ses occupants qui sont des propriétaires. Je suis tout à fait d'accord sur le raisonnement énergétique. Effectivement, quand on regarde les puissances, c'est beaucoup plus intéressant de le faire en chaudière collective. Après, il y a la forme. Au risque de me répéter, il y a encore la forme du bâtiment. Non, mais c'est passionnant, n'hésitez pas à vous répéter, à expliquer. Je suis persuadé que même un bailleur social, si ça avait été un bailleur social qui avait fait ce bâtiment-là, il y a des grandes chances qu'il l'ait fait en chaudière individuelle. Pourquoi? Parce qu'on parle de 2 bâtiments, on a dû plus de... Il y a des contraintes économiques qui rentrent là-dedans également. Je pense que quand on est sur cette taille de projet, je ne suis pas convaincu qu'il aille finalement au bout et faire du collectif. Aujourd'hui, moi je travaille avec beaucoup de bailleurs sociaux qui font de l'individuel sur ce genre de projet-là. Alors ça c'est pour les bailleurs. Les promoteurs, eux, de leur côté, ils sont très intéressés par la solution individuelle, surtout sur ces projets-là. Ils construisent des mètres carrés qui vendent à des propriétaires qui sont occupants ou non occupants de leur logement et qui sont face à des clients qui sont de plus en plus demandeurs d'indépendance énergétique. Ils ont une solution de chaudière individuelle qui leur apporte une réponse par rapport à cette indépendance, qui est très maîtrisée en termes de coûts, parce qu'en fait, au final, c'est une solution qui n'est pas chère, est une solution dans laquelle on utilise des produits qui sont, alors des fois on dit la quincaille quand on est mauvaise langue, mais c'est quand même des produits qui sont extrêmement fiables aujourd'hui et qui ne coûtent pas très cher. Donc au final, pour un promoteur, une solution individuelle sur ce genre de projet-là, c'est une solution qui est vraiment, vraiment intéressante. On avait, Olivier Brogy, fait une émission ici même, un débat sur l'actualité réglementaire, et on avait passé du temps sur l'individualisation des frais de chauffage. Le promoteur nous dit cette individualisation des frais de chauffage, finalement, favorise la solution individuelle. Vous validez ça ? Oui, aujourd'hui, les gens sont très chacun pour soi, entre guillemets, en ce qui concerne le chauffage. Donc, avec la chaudière individuelle, on a l'impression de payer ce qu'on consomme et de ne payer chacun que ce qu'on consomme et pas de payer entre guillemets le chauffage du voisin. Ça ne change rien au problème de vol de chaleur entre appartements, celui-là il est toujours là. Et pareil aussi sur le thème, tout à l'heure on parlait de temps d'attente d'eau chaude entre le bouclage d'une installation collective qui lui aussi est à 8 mètres du point de puisage et les 8 mètres qui séparent la chaudière du dernier lavabo de la maison, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que vous mettez en avant cette question de la puissance alors que ce qui nous préoccupe en vérité, c'est d'abord les coûts liés à les consommations et puis le cas échéant les enjeux climatiques, environnementaux. Pourquoi est-ce que ça vous préoccupe tant, vous les ingénieurs? Parce que la puissance, c'est l'investissement et donc le promoteur disait c'est économique. Or, il a acheté 12 fois 23 kg. Absolument, ok, c'est clair. Alors qu'en collectif, il n'aurait acheté que 2 fois 23 kg. Donc
Le delta de puissance, il est lié aussi au fait que quand on est en chaudière individuelle, on a besoin de la puissance dans chaque logement pour produire instantanément le chaude sanitaire dans chaque logement. Ce qui n'est pas le cas quand on est en collectif, puisqu'en collectif, on mutualise la puissance pour accumuler de l'eau chaude dans un ballon de stockage. Au fur et à mesure dans un ballon. Donc c'est intéressant pour ça. L'inconvénient, c'est que le ballon va générer des pertes par stockage qui vont se cumuler à des pertes par distribution. Donc l'un des risques aussi de la chaufferie collective par rapport à ça, c'est de générer des pertes que l'on n'a pas en individuel. Mais avoir la possibilité de récupération d'énergie gratuite que l'on n'a pas en individuel. Là, c'est le point très important du collectif, c'est qu'en fait, d'un côté, on a des pertes potentielles de stockage et de distribution. Donc, quelque part, la chaufferie collective n'est pas une solution très environnementale. Elle le devient par contre, elle devient extrêmement environnementale quand on y rajoute des solutions techniques d'ENR type pompe à chaleur, solaire, récupération d'énergie sur les eaux usées, mixte, gaz, d'autres combustibles type biomasse. Il y a des choses très intéressantes à faire au niveau environnemental avec la chaufferie collective. Vous, en tant que bureau d'études, oui. Est-ce que vous avez un tropisme, une inclinaison naturelle, une préférence spontanée en faveur de l'une ou de l'autre des solutions? Ou est-ce que véritablement, quand vous êtes face à un dossier, vous considérez les deux options? J'aurais vraiment préféré que vous me demandiez si je préférais le vin blanc ou le vin rouge, ça m'aurait été plus facile à répondre. Les deux et on serait allé au bar tous les deux, mais ce n'est pas le boulot de ce soir. Donc en ce qui concerne ma position personnelle, je préfère la chaufferie collective, mais j'ai des clients qui ont des aspirations éventuellement opposées, donc on fait ce qu'on nous demande. On a entendu le point de vue d'un bailleur, je vous propose d'entendre maintenant celui d'un fabricant, un constructeur de chaudières, constructeur qui historiquement était présent sur le marché des chaudières collectives, mais qui s'intéresse, vous allez le voir très sérieusement, au marché des chaudières individuelles. Il s'agit du groupe Atlantique. On écoute son directeur marketing qui nous explique pourquoi le regard marketing est en train de changer. Historiquement, le groupe Atlantique a toujours une stratégie qui était d'investir sur toutes les énergies dont on pensait qu'elles avaient un avenir à moyen long terme, ce qui est bien entendu le cas du gaz. À partir du moment où, en plus, pour la marque Atlantique, le marché du neuf est un marché très important, cette bascule du marché du neuf vers le gaz nous a poussé à créer une offre de chaudière murale gaz individuelle. Ce qu'on a vu, c'est que la réglementation faisait basculer l'équilibre énergétique en logement neuf. On avait des bâtiments qui étaient plutôt électriques avant la RT 2012, plutôt gaz après la RT 2012. Et naturellement, tous les professionnels, promoteurs privés, voire bailleurs qui souhaitaient avoir des solutions individuelles ont basculé vers la chaudière murale. Pour nous, ce sont deux marchés complètement complémentaires, avec des besoins qui sont très différents. On peut très bien avoir par exemple des bailleurs pour qui c'est un problème de donner accès au logement de leurs locataires pour faire la maintenance de la chaudière et qui donc privilégient dans ce cas-là plutôt une solution collective, ou inversement des clients tels des promoteurs qui ont besoin de fournir des solutions en chauffage individuel à leurs acheteurs. Alors Atlantique nous dit deux choses. Elle nous dit en effet c'est la typologie du maître d'ouvrage qui détermine le choix, mais il nous dit surtout que selon eux, le marché va vers le gaz et vers la chaudière individuelle. Est-ce que vous sentez cette tendance sur laquelle mise Atlantique ? La chaudière individuelle revient beaucoup plus qu'en RT 2005 BBC où on avait beaucoup de collectifs. Et du coup, un industriel comme Atlantique qui fait finalement et qui est présent sur tous les marchés du CVC, il fait de la ventilation, de la clim, beaucoup d'équipements. Il n'avait pas de chaudière murale. Donc pour moi, un industriel comme lui, il ne peut pas rester en dehors de ce marché-là, quoi. Donc moi, je le vois plus comme le fait qu'il complète son offre sur deux marques, comme un indicateur de tendance de marché. De toute façon, il restera, quel que soit le marché futur, il restera de la place pour les deux. Bien sûr. C'est intéressant de parler de BBC 2005, parce que dans le BBC 2005, effectivement, qui était paru avec la loi Cellier, on a été obligé de chercher la performance. Donc on a mis en place des systèmes de chaufferie collective, parce qu'il fallait aussi souvent mettre du solaire. Ouais. C'est pour ça qu'on passait en chaufferie collective. Donc on revient à cette logique d'ENR liée au collectif. Ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu une dérogation qui s'est rajoutée quand on est passé en 2012. On a récupéré
assez rapidement et assez facilement 10-15% de marge de manœuvre. 15%, oui. Et on s'est retrouvé avec notamment une majorité de maîtres d'ouvrage qui nous ont dit ce projet qui est en chaufferie collective avec de l'ENR, essayez de me le repasser en chaudière individuelle. Un mot sur la problématique du bouclage. On a entendu tout à l'heure le bailleur social nous dire la chaudière collective, c'est bel et bon à tous égards quand on est bailleur social, sauf que c'est une prise de tête pas possible pour dimensionner l'installation et régler les enjeux de perte de bouclage. Finalement, est-ce que c'est pas ça le handicap ou le fil à la patte de la chaudière collective, c'est-à-dire la complexité de l'installation ? Il y a une étude un peu plus complexe à faire pour faire une installation collective, mais il y a des solutions. Enfin, c'est pas non plus, on réinvente pas l'eau chaude à chaque fois, quoi, entre guillemets, sans jeu de mots. Mais voilà. Après, il faut effectivement se reposer des questions sur comment on conçoit la chaufferie collective, parce que les bâtiments évoluent et les bâtiments étant consommant de moins en moins, il faudra probablement pas concevoir les chaufferies comme on le faisait avant les réglementations thermiques. Donc il faut se creuser un peu, mais il y a des questions à se poser aussi sur les solutions individuelles avec des chaudières qui ne modulent pas assez bas. Enfin, voilà, on a un petit logement qui a besoin de 2 kW 1 heure par an et tout le reste du temps il lui faut 200 watts. Comment marche cette chaudière individuelle? Là aussi, il y a des questions à se poser. La différence, c'est que la question est plutôt chez les industriels, alors qu'en collectif, la question est au niveau des BET et des concepteurs, quoi. Comment répartir les frais de chauffage en eau chaude sanitaire en système collectif? C'est vrai ça, comment? Depuis un décret de mai 2016, on doit une individualisation des charges de chauffage. C'est applicable à plusieurs dates en fonction du niveau de consommation, c'est-à-dire que les bâtiments qui consomment le plus, il va falloir mettre en œuvre le système plus tôt. Et du coup, il y a en gros, soit on a une boucle par appartement et on peut mettre un compteur d'énergie thermique par appartement, soit il existe des répartiteurs de frais de chauffage qui viennent se mettre sur les radiateurs pour répartir ces frais proportionnellement à la consommation. Xavier Pelter, complément de réponse. Aujourd'hui, quand on conçoit une installation collective, on prévoit dans tous les cas toujours de la place dans les bouclages, enfin, ou dans les piquages qui sont sur les bouclages, pour mettre ultérieurement ou tout de suite des compteurs énergétiques. Donc il y a toujours la possibilité de faire ça, ce qui permet assez rapidement et assez facilement de pouvoir avoir une individualisation des comptages. Donc aujourd'hui, toutes les solutions techniques existent pour pouvoir le faire. La vraie problématique est encore et tout simplement une histoire de coût. Merci beaucoup à Xavier Pelter, donc, qui est directeur associé du BE Albedo. Merci aussi à Philippe Bauduin, dirigeant du bureau d'études TCEP Ingénierie, à Alexandre Schmitt, chargé d'affaires chez Atmosphère, et à Olivier Brogy, responsable efficacité énergétique de Cegibat. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos travaux sur la chaîne YouTube de Cegibat et sur le site internet cegibat.grdf.fr. À bientôt. Au revoir.